Bonjour à tous. Donc, comme on a vu ensemble, on va vous faire ce petit live, pas sous format live. On va vous présenter les questions qu'on voulait travailler avec vous parce qu'on avait un souci Internet. Donc, en fait, cette vidéo, c'est l'épisode 3 pour la préparation d'oral pour les personnes qui vont en ES. Donc, en fait, ici, le premier thème qu'on va travailler, ça va être les probabilités. Donc, on va faire un exercice ensemble. On va vous mettre après l'énoncé de la probabilité. Mais avant de parler de ça, on va faire des probabilités avec de la loi binomiale. Et ensuite, je vais vous donner les points importants à connaître, d'accord? Et vous faire le lien, mais juste à l'oral, des vidéos qu'il faudrait regarder pour maîtriser ces points-là, parce qu'on ne pourra pas faire, si vous voulez, une vidéo qui dure 2 heures, c'est impossible. On va vous dire les points fondamentaux et je vais vous donner en fait les vidéos à regarder sur notre chaîne YouTube par rapport à nos playlists. Mais dans un premier temps, on va attaquer les probabilités, parce que les probabilités, on n'en avait pas fait ensemble. Donc ici, on va faire un exercice de proba avec de la loi binomiale. Donc, vous allez avoir l'énoncé qui va apparaître sur votre côté à droite. Donc, une fois que vous avez l'énoncé, donc ici je le relis, je vais juste vérifier avec l'équipe qu'il est passé. L'énoncé est bon, ouais. Donc, en fait, ici, une agence de voyage propose des itinéraires touristiques pour lesquels chaque client effectue un aller et un retour en utilisant soit un bateau ou un train touristique. Le choix de mode de transport peut changer entre l'aller et le retour. Donc, en fait, à l'aller, le bateau est choisi dans 65% des cas. Lorsque le bateau est choisi à l'aller, il est également pour le retour 9 fois sur 10. Et lorsque le train a été choisi à l'aller, eh bien, le bateau est préféré pour le retour dans 70% des cas. Donc, petit a, on a pris le bateau à l'aller. Petit r, le retour se fait en bateau. Donc, à partir de là, on va traiter ici notre arbre de probabilité. Donc, en fait, ici, on va avoir avec les informations données dans l'énoncé, ici le A, ici le A bar, ici le R, ici le R bar, ici le R, ici le R bar. Donc, voici notre arbre de probabilité. Donc, ici, on va mettre les informations qui nous ont été données dans l'énoncé. Donc, on sait qu'on a 65% des jeunes qui prennent les bateaux. Donc, c'est ici 0,65. Ensuite, on va avoir A bar, l'événement contraire, donc 0,35. D'accord. Ensuite, quand vous prenez le bateau, vous reprenez le bateau au retour dans 9 fois sur 10. Donc, c'est 90%, donc c'est fait 0,9. Donc, ici, ça sera 0,1. Et ensuite, là, on va voir 0,7 et ici 0,3. Donc là, vous avez l'arbre qui est rempli. Donc à partir de cet arbre-là, il va falloir répondre aux questions. Mais moi, je vais rajouter une question qui n'est pas posée dans l'énoncé. D'accord. La première question, c'est de traduire la probabilité. Donc l'arbre de probabilité, il est ici. La deuxième question, en fait, c'est de déterminer la probabilité que le client fasse l'aller-retour en bateau. Donc il faut qu'il fasse à l'aller le bateau et au retour le bateau. Donc là, il y a le « et », c'est une intersection. Donc en fait, ici, on cherche la probabilité de P de A inter R. D'accord. La probabilité de prendre le bateau à l'aller et la même chose au retour. Donc P de A inter R. Un point qui est important lorsque vous allez être à l'oral, effectivement, le calcul, vous le savez. Vous savez que c'est 0,65 fois 0,9. Ça, ce n'est pas un souci. Mais le plus important, c'est de lui écrire la formule au prof par rapport à ça. Donc ça va être ici P de A fois P de R sachant A. Donc en fait, ici, on va voir 0,65 fois 0,9. D'accord. Et donc, on va trouver 0,585. Donc P de A inter R, c'est 0,585. Donc ça, c'est la première question. D'accord. Donc vous avez vu, j'ai bien mis la formule P de A fois P de R sachant R. P de R sachant A, c'est important de lui écrire la formule, puis après l'application numérique et enfin ici le résultat. Maintenant, la deuxième question. Donc là, je vais poser la deuxième question dans l'exercice, mais après, je vais poser aussi la deuxième question que l'on peut avoir en partiel, à l'oral plus précisément. Là, il nous demande, la question numéro ici, donc ça c'était la 2A, maintenant la 2B. La 2B, il nous demande, montrer que la probabilité que le client utilise les deux moyens de transport est égale à 0,31. Donc en fait ici, si le client utilise les deux moyens de transport, c'est-à-dire que le moyen de locomotion au départ et à l'arrivée sont différents. Ce qui veut dire qu'en fait ici, s'il prend le bateau au départ, il ne reprend pas le bateau pour le retour. S'il prend le train à l'aller, eh bien au retour, il prendra le bateau. Donc en fait, ici, on va donner un nom à notre événement. On va l'écrire en note H. Donc on lui donne un nom parce que ce n'était pas mis, mais on va lui donner un nom. En note H, l'événement prendre les deux moyens de transport. Et donc en fait, comme on a expliqué, pour prendre les deux moyens de transport, c'est soit vous faites le A avec R bar, ou vous faites avec le A bar et le R. D'accord. Parce que bateau et le retour, ce n'est pas le bateau. Je suis dans le train et le retour, c'est le bateau. Donc en fait, P de H,
ça va être P de A inter R, P de A inter R bar plus P de A bar inter R. D'accord? Donc là, vous avez vu, hein, bateau, train, train, bateau. Donc après, une fois qu'on a écrit cet événement-là, on va pouvoir maintenant, si on veut être rigoureux, il faut quand même réécrire les formules. C'est-à-dire que ici, c'est P de A fois P de R bar, sachant A, plus P de A bar, P de A bar fois P de R, sachant A bar. Et donc, ça va nous dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, on va faire 0,65 fois 0,1. Donc, P de H, c'est 0,65 fois 0,1 plus 0,35 fois 0,7. Et donc, lorsqu'on fait le calcul, P de H, on trouve que ça nous fait bien 0,31, ce qui est demandé. D'accord? Donc là, je le mets ici, parce qu'on va en avoir besoin par la suite. P de H est égal à 0,31. D'accord? Donc là, c'était la question de A. De B. Moi, je vais rajouter une question de C qui n'était pas mise, parce que c'est souvent la question que l'on a à l'oral pour un exercice de proba. Donc, elle n'est pas prise en compte dans l'exercice, c'était juste pour vous introduire la question. Imaginons qu'on vous demande, dans la question, donc là je vais pouvoir effacer ça, je pense que là vous avez compris, on va tout simplement vous demander de calculer la probabilité P de R. D'accord? Donc c'est-à-dire en fait, on cherche la probabilité que les personnes retournent avec le bateau. Donc en fait, pour la question 2C que moi j'ai inventée, ça c'est ma question, entre guillemets j'écris ici ma question, c'est en fait on cherche P de R. Eh bien, on ne va pas donner le résultat, on va juste indiquer le calcul qu'il faut faire pour déterminer P de R. En fait, P de R, là, ça c'est des questions qui sont assez classiques, en fait c'est tous les chemins qui mènent à R. Eh bien, quand vous avez une probabilité que vous cherchez, que j'appelle en deuxième rideau, c'est-à-dire en fait ici dans les probabilités R, R bar, R, R bar, mais ce sont les mêmes. Tout à l'heure c'était différent parce qu'on avait A, R bar et A bar, R. On n'avait pas à la fin la même lettre que l'on utilisait. Là, on a la même probabilité à la fin. Eh bien, pour calculer P de R, c'est le même schéma. C'est-à-dire, en fait, ici, je décris P de R, vous êtes tous d'accord que ça correspond à faire P de A inter R plus P de A bar inter R. Donc, en fait, ça, il n'y a pas de difficulté. D'accord? C'est tous les schémas qui mènent à R. Mais en termes de rédaction, ce qu'il va falloir dire, il va falloir dire que les événements, c'est ce que le prof écrit en cours, les événements ici A et A bar forment une partition de l'univers, forment une partition de l'univers. D'accord? Et d'après, ça c'est important, d'après la formule des probabilités totales, d'accord? On a, ça c'est la rédaction classique que vous avez pour des probabilités qui font intervenir ici, eh bien des probabilités qui sont à la fin, d'accord? La même lettre à la fin. C'était différent par rapport à la question précédente où on voulait les deux moyens de transport. Ça c'est un truc qui est très important que l'on peut rencontrer. Après, le calcul ensuite, vous pouvez dérouler, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc ça, c'était un point que je voulais ici rajouter. Maintenant qu'on a fait, on revient à notre exercice. Donc l'énoncé est toujours à droite. On a répondu à la question A, à la question B. J'efface ceci. Maintenant, moi, je vais reformuler la question 3A. Dans la question 3A, en fait, on vous demande de donner les paramètres de la loi binomiale. Et maintenant, imaginez qu'on vous pose la question, explicitez pourquoi vous avez une loi binomiale. Parce qu'en fait, on peut vous demander pourquoi on a une loi binomiale. Donc là, il va falloir donner un argumentaire important pour répondre à ça. Donc en fait, ici pour la question numéro 3A, je ne vais pas ici donner que les paramètres, je vais expliquer pourquoi on a une loi binomiale. On rappelle que pour avoir une loi binomiale, on va commencer par parler d'un schéma de Bernoulli, en fait d'une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli, c'est quoi? C'est une épreuve qui a que deux éventualités, un succès et un échec. Donc ici, en fait, c'est quoi? Notre épreuve de Bernoulli, donc l'épreuve de Bernoulli, consiste à choisir une personne et s'intéresser si oui ou non elle a choisi les deux moyens de transport. Donc en fait, une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve, en fait, vous allez avoir deux éventualités, le succès et l'échec.
Donc en fait ici, c'est quoi notre succès? Notre succès, ça va être prendre les deux moyens de transport. Donc ça, c'est notre succès. Et la probabilité, c'est P qui est égale à 0,31. Donc ça, c'est important. On a parlé de notre épreuve de Bernoulli, on parle de notre succès et on va parler également de notre échec. D'accord? On a ici un échec. Et donc l'échec, c'est quoi? C'est ne pas prendre les deux transports. Donc en fait ici, tout simplement, eh bien, c'est 1 moins P qui fera 0,69. Donc on a notre succès, on a notre échec. En plus, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on répète, là on a choisi, on répète 20 fois de manière indépendante cette épreuve. D'accord? Donc on répète 20 fois. Alors pourquoi 20? Parce que dans notre groupe, on a pris 20 personnes et de manière indépendante. D'accord? Donc en fait, chaque personne que l'on va choisir, eh bien, sa réponse n'influe pas sur la deuxième personne ou troisième personne que l'on va choisir. Et donc, à travers tous ces éléments-là, le fait de parler de l'épreuve de Bernoulli, qui est un succès, qui est un échec, on dispose, on répète plusieurs fois de manière indépendante cette épreuve, eh bien là, on vient de parler qu'on a une loi binomiale. Et notre loi binomiale, d'accord, donc la loi ici binomiale, on va le mettre ici, la loi binomiale va avoir deux paramètres, le n, qui est le nombre total de tirages, qui est en fait ici le 20, et le p, qui est 0,31, qui est la probabilité de mon succès. D'accord? Donc ça nous donne notre, ici, pourquoi on a une loi binomiale, et ça c'est important. Donc ce n'était pas la question qui était posée, on va l'enrichir à la question pour éventuellement, il vous demande demain ou vendredi, comment tu démontres que tu as une loi binomiale. Maintenant, la question 3b. La question 3b, donc on a défini ici l'écriture de notre loi binomiale. On va faire les calculs. Donc là, au niveau des calculs, je n'ai pas la calculatrice, donc ça, vous devez être capable de le faire. D'accord? Mais on va voir ensemble en termes d'écriture. Là, on veut exactement 12 personnes qui prennent ici le bateau et à l'aller-retour. Donc on cherche en fait tout simplement P de x égale à 12. Donc là, P de x égale à 12, ça, en fonction de l'outil de la calculatrice, vous êtes capable, avec la Casio ou la Texas, c'est un outil directement. C'est avec, si vous avez une Casio, vous allez dans le paramétrage avec statistiques, après vous appuyez sur dist, vous faites F5, et là vous tombez sur les petits onglets, donc vous rechoisissez F5 pour binôme, et ainsi de suite. Pour les Texas, on est plutôt sur du binôme FDP, donc ça normalement vous avez la méthodologie pour le faire. Alors on n'a pas eu le temps, nous malheureusement, de le faire en vidéo, incrusté. Ça, normalement, vous devez être capable de le faire. Donc ça, c'est P de x égale à 12, il y a une fonctionnalité à la calculatrice. Un autre point, c'est qu'à la calculatrice, on peut calculer P de x inférieur ou égal à 4. Donc ça, elle le fait, la calculatrice le fait également. D'accord? Ça se fait directement, ça se fait également. Donc il y a deux fonctionnalités. Donc là, je prends les Casio parce que je les connais assez bien. Avec les Casio, ça va être ici la fonction BPD, là, c'est avec la fonction BCD. D'accord? Donc ça, c'est avec les Casio. De mémoire, avec les Texas, on est plutôt sur du binôme FDP, du binôme FREP. D'accord? Donc ça, c'est… Maintenant, un point qu'on rencontre assez souvent pour les S, pour les VS, c'est, eh bien, la question, c'est on veut au moins une personne qui prenne les deux transports sur les 20. Donc on a 20 personnes, on veut au moins une personne qui prenne les 20. Eh bien, au moins une personne, ça s'écrit mathématiquement, P de x supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc P de x supérieur ou égal à 1, ici, tout simplement, c'est quoi? Eh bien, ça ne se calcule pas. Quand vous avez un P de x supérieur ou égal à quelque chose avec le tri, ça ne se calcule pas. Ça se fait automatiquement. Ici, avec la fonction, pas la fonction, mais la formule, 1 moins P de x est égal à 0. Si on vous demande de calculer P de x supérieur ou égal à 1, ça revient à faire 1 moins P de x égal à 0. D'accord? Et donc, le P de x égale à 0, on sait le calculer. Et ensuite, on fait 1 moins le résultat. Et vous avez ici le résultat qui apparaît pour P de x supérieur ou égal à 1. Donc ça, c'est la première chose qui est importante sur la vidéo. C'est-à-dire, en fait, ici, traduire un exercice de probabilité. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est que on va parler de d'autres thèmes. Donc là, on va pouvoir enlever l'exercice, il va disparaître, parce que là, maintenant, on l'a traité. Donc maintenant, on va voir ensemble quelques points. Alors déjà,
je pense que globalement, on a souvent des exercices qui vont faire appel à de la lecture graphique. Donc moi, quand je fais mes pronostics, je vois tout ce qui est exercice de lecture graphique. D'accord? Donc, c'est-à-dire, en fait, vous allez avoir une fonction avec chercher f' de 1, chercher le point d'inflexion, tout ça. Donc ça, c'est très simple. On ne va pas le faire ensemble aujourd'hui, mais vous trouverez la vidéo. Donc ici, il faut regarder la vidéo avec la convexité. Ça, c'est important. Donc ça, sur notre chaîne YouTube, vous avez la vidéo qui va parler de la convexité. Et vous avez également une vidéo qui va parler des QCM type bac. Ça, c'est à regarder également parce que ça reprend des points importants sur les f' de 1, sur tout ce qui est ici convexité, déterminer le nombre de carreaux qu'il y a sous une courbe, tous ces éléments-là. Donc la lecture graphique, ça c'est important à savoir, c'est-à-dire il faut savoir lire le f' de 1 dans un graphique, il faut savoir que f seconde de 1 d'un point quelconque, il faut savoir le faire, et graphiquement déterminer le nombre de carreaux qu'on peut avoir sous une courbe. D'accord? C'est des questions classiques, d'accord, que vous pouvez rencontrer. Donc ça, on a fait un petit live dessus. Convexité, ça va vraiment parler de la convexité. Et ici, vidéo QCM type bac, vous trouverez en fait des exercices d'application en termes de graphique sur des questions. Je ne pense pas qu'on va vous interroger sur tout ce qui est les notions de loi de densité, c'est-à-dire la loi uniforme et la loi normale, parce qu'en fait, c'était vu durant la période du Covid. Donc derrière, ici, on n'aura pas d'exercice pour moi sur ces thématiques. Donc, pour les probas, si on a des probas, c'est la loi binomiale. Maintenant, la lecture graphique, c'est des questions qui sont assez récurrentes. Ça, il faut absolument bien le voir. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, d'accord, ça va être ici les fonctions. Et donc là, pour les fonctions, on n'aura jamais le temps de tout travailler ensemble. Je vais vous conseiller de regarder nos vidéos avec les exponentielles et les logarithmes. Il faut savoir que lors du début du confinement, j'ai attaqué des vidéos classiques qui durent 30 à 35 minutes sur l'étude globale de la fonction exponentielle et de la fonction logarithme. Ça, regardez-les. Donc, vous trouvez ça sur notre chaîne. Également, ces vidéos-là qui vont vous traiter tous les points fondamentaux. Et ensuite, vous verrez que dans les playlists, vous allez avoir aussi avec les variations. Comment on fait les dérivés. Et surtout, comment on fait les tableaux de variation. D'accord? Il y a les playlists. Dans la playlist, vous avez les vidéos sur ces thématiques, plus les vidéos qui reprennent comment on fait les variations pour la fonction exponentielle, avec exponentielle u, avec le logarithme. Donc ça, c'est à apprendre et à refaire. On a déjà fait deux premières vidéos sur lesquelles j'avais déjà traité des cas. Ça ici, je vous laisse le cas. Je ferai au pire un exemple de chaque, mais très, très rapidement pour retravailler dessus. Et donc, je vais même le faire maintenant pour qu'on puisse prendre lecture graphique, vous avez les vidéos, les fonctions, les variations. Là, je vais faire avec vous un exemple, d'accord, juste pour rappeler comment, parce que c'est une question classique qu'on peut rencontrer, c'est par exemple de faire les variations de celle-là. Voilà, on a une fonction comme ça et on veut faire les variations. Donc ça, je vais le faire avec vous pour qu'après, je vous donne la suite des thèmes à travailler. Donc, si on veut faire les variations de cette fonction, donc là, vous voyez, je ne pourrais pas faire toutes les fonctions, donc je vais faire un exemple, mais vous, il est impératif de bien reprendre ces thèmes-là. Les variations de cette fonction, ça c'est le classique. Ça c'est le classique qu'on rencontre sur les exponentielles. Donc en fait ici on est d'accord qu'on rencontre un u fois v. Là vous avez u, là vous avez v. Donc on est sur un u fois v. Donc ici, mon u c'est quoi? Mon u c'est 4x moins 2. Donc mon v de x c'est exponentielle moins 3x plus 1. Donc mon u' c'est 4. Et mon v' c'est moins 3 exponentielle moins 3x plus 1. Donc, on va faire u fois v. Donc, on rappelle que la forme de u fois v, uv, c'est u'v plus uv'. Donc, si j'applique la formule f' de x égale u' fois v, donc 4 exponentielle moins 3x plus 1, plus u fois v', donc 4x moins 2 fois moins 3 exponentielle moins 3x plus 1. D'accord? Donc ici, je rappelle que pour le v, la dérivée, c'est exponentielle u. D'accord? Donc u' exponentielle. Là, ce que je vais faire comme première étape, je vais développer. C'est-à-dire, en fait, je vais faire la distributivité avec ce terme-là et ce terme-là. Et en fait, pour développer, vous allez voir, c'est assez simple. Je réécris mon expression, donc 4 exponentielle moins 3x plus 1. Et là, le 4x fois moins 3, ça va faire moins 12x. Et je garde moins 12x. Et je garde l'exponentielle.
parce que je fais ça fois le 4x, donc ça fait 4x fois moins 3, moins 12x exponentielle moins 3x. Et ensuite, je multiplie le moins 2 avec le moins 3 exponentielle qui va nous faire ici moins 2 fois moins 3 plus 6 exponentielle moins 3x plus 1. D'accord? Donc je répète, ça ne bouge pas. 4x fois moins 3, ça c'est important, donc là je le mets bien entre parenthèses. 4x fois moins 3, ça fait moins 12x, mais c'est 3 fois exponentielle moins 3x, donc je garde l'exponentielle. Moins 2 fois moins 3 plus 6, et je garde l'exponentielle. Ensuite, pour finir, eh bien, tout simplement, il va falloir factoriser par les exponentielles pour faire le signe. Ça, c'est important, on factorise par les exponentielles pour faire le signe. Quand on a des logarithmes, eh bien, souvent, on va mettre au même dénominateur si apparaît un quotient. Donc, je factorise. Ça fait exponentielle moins 3x plus 1 facteur de 4 moins 12x plus 6. Et donc, au final, f' de x, ça fait exponentielle moins 3x plus 1 et moins 12x plus 10. Donc là, j'ai fait mon tableau, j'ai fait ma dérivée. Il ne me reste plus qu'à faire le signe de la dérivée. Donc, entre parenthèses, les fonctions, questions classiques, variations, vous trouverez les lives et les vidéos. N'hésitez pas à y retourner. Et là, j'ai fait un exemple avec la fonction exponentielle. Donc, on poursuit l'aventure. Donc maintenant, on va faire le signe. Donc là, pour faire le signe, ici, tout simplement, vous vous en souvenez, eh bien, je vais faire une ligne x. Là, on suppose qu'on travaille sur moins de l'infini plus de l'infini, parce qu'on n'a pas donné de domaine. Donc là, le prof peut donner un intervalle particulier. Donc on met moins de l'infini plus de l'infini. On va mettre une ligne pour l'exponentielle. On va mettre une ligne pour le moins 12x plus 10. On va mettre une ligne pour le produit, donc signe de f' de x, parce que c'est le produit. Et enfin, on va faire la variation. Donc, moins 12x plus 10, c'est une fonction du premier degré. Donc, on va étudier son signe. Vous vous en souvenez, moi, je fais toujours moins 12x plus 10 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, en fait, que moi, en priorité, je vais expliquer au prof qu'en résolvant cette inéquation, je vais avoir deux informations importantes. Un, quand est-ce qu'elle est nulle, parce que c'est supérieur ou égal à 0. Mais à partir de quel x elle est positive. Donc, en fait, ici, ça va nous faire moins 12x supérieur ou égal à moins 10. Et là, attention, vous allez diviser par moins 12. Et donc, quand vous divisez par moins 12, vous allez changer le sens de l'inéquation, mais vous allez garder le signe de moins 12. Donc, x inférieur ou égal à moins 10 divisé par moins 12. Et donc, enfin, x plus petit que moins 10 sur moins 12. Donc, moins par moins plus 10 sur 6, on peut simplifier en 5 sixièmes. Et donc, ici, on a 5 sixièmes. Et ça annule moins 12x plus 12. Ensuite, maintenant, en termes de signe, une exponentielle, c'est très simple. Une exponentielle, quel que soit le x, c'est positif. Donc là, on a plus et plus. Moins 12x plus 10 est positif dès que x est plus petit que 5 sixièmes. D'accord? Ici, le moins 12x plus 10 est positif. Donc ça, on va mettre le signe plus dans le tableau quand x est plus petit que 5 sixièmes. Donc là, c'est là où on met le plus et là où on met le moins. C'est comme ça qu'on le justifie en fait. Ensuite, avec des signes, plus par plus par moins, moins. Et hop, je monte et là, je descends et j'ai mon tableau de variation. D'accord? Donc, vous avez vu, là, j'ai pris un exemple avec la fonction exponentielle. Pour moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est ce genre de fonction qu'on vous demandera à étudier le signe. D'accord? Et on verra qu'on peut aussi demander la convexité, d'accord, d'une fonction. Donc, ça fait partie des notions à connaître. On va dériver une deuxième fois la dérivée f'. On dérive f, on fait f, puis f, on fait f', puis f seconde. Et on fait le signe de f seconde pour avoir la convexité. D'accord? Important de travailler sur les notions ici de fonction. Donc, regardez bien les deux vidéos. Troisième point qui est important, c'est tout ce qui est calcul en fait, de primitives et d'intégrales. Et donc là, je ne vais pas le faire parce que nous avons une vidéo qui reprend tout, qui dure une trentaine de minutes, d'accord, qui reprend toutes les notions de primitives avec toutes les méthodes. Il faut la regarder. D'accord? Donc, c'est le quatrième point. On peut vous demander de faire un calcul d'intégrale ou des calculs de primitives. D'accord? Donc ici, c'est le point ici numéro 4. D'accord? Donc c'est 4. Donc ça, c'est tout ce qui est les primitives plus intégrales. Donc ça, on a ici notre vidéo qui est présente sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la voir. D'accord? Donc il y a la playlist. Vous regardez, il y a une seule vidéo. Ça dure 30 minutes. Vous avez tout dessus. Si vous la regardez bien, vous avez tout compris sur les intégrales. Cinquième point qu'on rencontre assez souvent, eh bien, c'est les suites. Et là, les suites, je vais faire avec vous un exercice, parce que c'est l'exercice classique que l'on peut rencontrer. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà refait. On va le refaire une dernière fois ensemble. L'exercice avec les suites arithmético-géométriques. D'accord? Donc ça, il y a effectivement en plus la vidéo
d'accord? Donc arithmético géométrique, d'accord? Donc ça, il y est. Et nous, on va faire un exemple. Donc je vais le prendre avec vous ici. Juste que je le retrouve, mon exercice. Il est là. Donc, je vais faire avec vous un exemple classique, d'accord, pour finir le. Ensuite, bien sûr, pour ceux qui font SPE, d'accord, deux questions classiques que l'on peut rencontrer dans le SPE, vous avez les vidéos. C'est de parler de tout ce qui est les graphes connexes, les graphes complets, déterminer une chaîne eulérienne, ces éléments-là. Il y a une vidéo qui parle de ça, qui parle aussi de l'algorithme de Dijkstra, d'accord, donc ça vous l'avez également en vidéo sur la chaîne YouTube, et comment déterminer un état stable. Ça dépend en fait de votre avancement dans le programme. Vous avez les deux questions classiques en vidéo, vous les trouverez. Là, on va finir avec un exercice de suite. Je pense que ça, c'est une question assez classique pour ceux qui font par exemple, qui ne sont pas en SPE. Pour moi, les suites, c'est banco, ça va tomber, c'est sûr, hein, les suites arithmético-géométriques. C'est pour ça que je le refais une dernière fois avec vous. Donc rapidement, je reprends l'énoncé. Ici, on a U0 qui va faire ici 65. On a UN plus 1 égale 0,8 UN plus 18. Et on introduit une suite Vn qui est égale à UN moins 90. Et la question qu'on va vous poser, c'est que juste 30 secondes en termes de cadrage, juste vérifier que ça passe, c'est cool. Donc, on va vous demander la première question, classiquement, c'est montrer que Vn est une suite géométrique. D'accord? Montrer que Vn est une suite géométrique. Là, on le sait que c'est un truc particulier. Ça, c'est ce qu'on appelle en mathématiques une suite auxiliaire. Tout simplement, c'est une suite où vous avez du V qui est mélangé avec du UN. L'objectif, c'est de, si on veut démontrer qu'une suite Vn est géométrique, il faut qu'on arrive à montrer que Vn plus 1 est égal à Vn fois Q. Donc, il faut partir de Vn plus 1. Donc, nous, ce que nous allons faire, on va partir de Vn plus 1. Donc, on va partir de Vn, mais si Vn est égal à UN moins 90, eh bien, Vn plus 1, ça va être égal à UN plus 1 moins 90. D'accord? Donc, j'ai mis tous les rangs ici pour enlever ça. Tous les rangs, je passe au rang n plus 1. Ensuite, UN plus 1, je le connais, donc je vais le remplacer. D'accord? Donc, ça nous fait Vn plus 1 égale 0,8 UN plus 18 moins 90. On réduit. Vn plus 1 égale 0,8 UN moins 72. Et ensuite, là, ce qui est extrêmement important, c'est, une fois qu'on est rendu là, il va falloir toujours factoriser par le nombre ici, qui est devant le UN. Donc là, vous avez 0,8 fois la UN. On factorisera toujours devant le nombre par ce coefficient-là. Donc en fait, comment on factorise dans ce cas-là? Vous écrivez Vn plus 1 égale, vous écrivez 0,8, vous ouvrez une parenthèse, vous écrivez UN, et là, vous allez diviser le 72 par 0,8. Donc, on repart de cette expression. Je prends le 0,8, je le mets ici, j'ouvre une parenthèse, je réécris le UN seul, parce que si je développe 0,8 fois UN, ça me donne bien ça. Ensuite, si je fais la distributivité, ça fois ça, ça fois 72 divisé par 0,8, là je l'ai divisé, là je le fais en fois, ça disparaît. Donc, moyen très simple, je prends le coefficient, je le mets là, j'ouvre une parenthèse, je réécris UN tout seul, moins le 72, vous le divisez par 0,8, par le coefficient qui est ici. Ça marchera tout le temps. Ensuite, quand on est rendu là, eh bien Vn plus 1 égale 0,8 fois donc le UN. Ça, vous le tapez à la calculatrice et par magie, quand vous allez le taper à la calculatrice, vous allez trouver que ça vaut 90. Donc là, on met moins 90. Et là, ce qui se passe, regardez, c'est que tout simplement, eh bien, mon UN moins 90, c'est tout simplement mon Vn. Donc là, j'ai UN moins 90. Eh bien, ça me permet de dire que Vn plus 1 égale 0,8 fois Vn. D'accord? Parce que ça, c'est mon Vn. Ensuite, eh bien maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vn, la suite Vn, est une suite géométrique, de raison. Eh bien ici, Q égale à 0,8, d'accord? La raison, elle est là. Et de premier terme, eh bien, dans l'exercice ici, la suite U, son premier terme, c'est U0. Eh bien, la suite V, son premier terme, ça va être V0. En fait, ils vont avoir le même indice. Là, si vous avez comme la suite U, son premier terme, c'est U0. La suite V, son premier terme, ça va être V0. Donc, ça veut dire, et de premier terme, V0. Eh bien, comme Vn, c'est UN moins 90, eh bien, V0, ça va être U0 moins 90. D'accord? Vn, c'est UN moins 90. Je remplace tous les n par 0 pour avoir V0 égale U0 moins 90. U0, c'est 65. D'accord?
Et donc, si vous faites 65 moins 90, on va trouver que ça fait moins 25. Et donc là, ça vous permet de démontrer la première question classique que l'on rencontre quand on fait des suites, démontrer que Vn est une suite géométrique. Ça, je peux vous l'assurer à 100% que si vous tombez dans les suites, cette question-là, vous l'avez forcément. Donc ça, c'est bien à travailler, d'accord? Et surtout en priorité, ceux qui n'ont pas fait SP, alors ça, c'est banco pour vous, ça tombe. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous avez toujours des questions qui sont intermédiaires. C'est-à-dire, on va vous demander de donner l'expression de Vn en fonction de n. On va vous demander de faire Vn en fonction de n. Ça, c'est une question toujours subsidiaire. Eh bien, Vn en fonction de n, eh bien, tout simplement, vous avez deux possibilités. C'est soit Vn va s'écrire V0 fois Q puissance n, ou Vn va s'écrire V1 fois Q puissance n moins 1. C'est l'un des deux qui va s'écrire. Et bien là, en fait, ici, on va choisir V0 fois Q puissance n. Tout simplement pourquoi? Parce que nous connaissons ici V0. C'est parce que nous connaissons V0 qu'on prendra l'expression avec V0. Et donc, ça nous fait Vn égale V0. Donc, V0 ici, on a dit que c'était moins 25. Moins 25 fois ici le Q qui est 0,8 puissance n. D'accord? Donc là, vous avez répondu à la question. Mais ensuite, on va vous demander exprimer UN en fonction de n. Si vous voulez, ces questions-là, elles sont toujours dans l'ordre. D'accord? Donc, il faut montrer qu'on a une suite géométrique. Il faut donner la raison, il faut donner le premier terme. Ensuite, il faut toujours donner l'expression de Vn en fonction de n. Et enfin, soit ils disent exprimer ou en déduire UN en fonction de n. Et bien là, en fait, ici, pour cette question-là, on va s'intéresser au fait que Vn, c'est UN moins 90. Et donc, dans ce cas-là, comme Vn est égal à UN moins 90, eh bien, on va pouvoir dire que, nous, le but, c'est d'avoir UN. Donc, on va passer le moins 90 à gauche. Donc, ça nous fait Vn plus 90 est égal à UN. D'accord? Et donc, ici, comme le Vn, ici, eh bien, on l'a déterminé précédemment. Et on se retrouve avec moins 25 fois 0,8 puissance n plus 90. Et ça vous donne UN. Et donc, ça, c'est des questions classiques, d'accord, sur les suites. Une fois qu'on a fait ça, on va travailler sur un dernier point avant de vous quitter. Il va falloir aussi faire la limite de cette expression. Pour la limite, pareil, vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir, c'est très simple, d'accord? Ça dure même pas 5 minutes, ça vous explique la règle. Bon, là, vous savez très bien que Q est compris entre 0 et 1, donc ça fait 0, on va trouver 90. Mais ça, regardez la limite. Il y a aussi le fait de pouvoir regarder la vidéo où on vous demande de résoudre des fois des inéquations avec du puissance n pour faire intervenir des logarithmes. Là, il y a aussi la vidéo. Ça dure 5 minutes. N'hésitez pas à regarder. Donc ça, c'était le dernier point important que je vais traiter avec vous. Et je vais faire maintenant une dernière question, mais après, ça dépend de l'avancement de votre programme. On peut parler de valeur moyenne pour une fonction. Donc ça, des fois, c'est des questions qui apparaissent assez souvent. Ça fait l'introduction sur les intégrales. Je vais le faire avec vous une fois, parce que ça, je ne l'ai pas traité, je pense, en vidéo. D'accord? Vous allez voir, c'est assez simple. Et donc, le dernier point, c'est les notions de valeur moyenne. On va le faire avec vous sur un exemple assez simple. Mais pour ça, pour bien comprendre la valeur moyenne, j'en parle dans la vidéo avec les intégrales. Il faut bien la regarder, d'accord? La question est la suivante. En fait, on vous donne une fonction f de x, par exemple, qui fait, je ne sais pas moi, 2x plus 1. On travaille sur l'intervalle 0,4. On va mettre ici 1, 1, 3. La question, ça va être déterminer la valeur moyenne de f sur l'intervalle 1, 3. Donc là, ici, il y a le terme valeur moyenne. Donc en fait, pour la valeur moyenne, c'est une formule. Donc la formule est la suivante. C'est m égale à 1 sur b moins a, l'intégrale entre b et a de f de x dx. Donc ici, pour la valeur moyenne, dans notre exercice, ça c'est notre a et ça c'est notre b. D'accord? Donc si on prend la traduction de notre formule et on l'implémente sur notre fonction, ça nous fait m égale 1 sur 3 moins 1, l'intégrale entre 3 et 1 de la fonction 2x plus 1 dx. Et donc, on sait que pour calculer une intégrale, on a besoin de la primitive de la fonction. D'accord? Donc, ici, la fonction avec laquelle nous travaillons, c'est f de x est égal à 2x plus 1. On cherche sa primitive, qu'on note par convention grand F de x. C'est pour ça qu'en fait, ici, il est important de bien regarder la vidéo sur les primitives pour, si à tout hasard, vous avez un exercice qui fait référence
aux primitives, que vous sachiez donner les primitives visuelles des fonctions. Sinon, vous ne pourrez pas calculer l'intégrale. Donc en fait, ici, la primitive de 2x, quand vous allez regarder la vidéo, ça fait x carré. Et la primitive de 1, ça fait x. Donc là, vous allez trouver une primitive, x carré plus 1. Et donc, si on veut calculer l'intégrale qui est demandée, une intégrale, la définition dans le cours de l'intégrale que vous avez, eh bien, c'est de dire, en fait, nous on cherche m qui est égal à 1 sur b moins 1. Donc 3 moins 1, ça fait 2. 1 sur 2, d'accord? Donc j'aurais écrit ici l'intégrale entre 3 et 1 de f de x dx. Eh bien, on sait qu'une intégrale, pour la déterminer, pour déterminer la valeur qui est ici, eh bien, on a m qui est égal à 1 demi, et on va faire grand F de 3 moins grand F de 1. Tout simplement pourquoi on a calculé la primitive de petit f qui est grand F. Et ensuite, pour calculer l'intégrale, c'est-à-dire l'air qui est sous la courbe, on va faire grand F de 3 moins grand F de 1. On connaît grand F, il ne nous reste plus tout simplement à calculer, à remplacer les valeurs. Donc m égale 1 demi. Donc ici, le premier, donc on remplace tout par 3, donc ça nous fait 3 au carré plus 3, moins, et après la même chose avec les 1 ici, 1 carré plus 1. Donc si on simplifie tout ça, eh bien ça va nous faire 1 demi. Là on va voir 3 au carré, ça nous fait 9. 9 plus 3, ça fait 12, moins ici 2. Donc m est égal à 1 demi fois 10, on va trouver 5. D'accord? Donc ça c'est une question classique sur les fonctions avec les valeurs moyennes. Donc voilà, l'objectif du live d'aujourd'hui, c'était de vous donner au moins des exemples. Un de proba, question classique avec la binomiale, une dérivée classique avec la fonction exponentielle, rappel de la notion de suite arithmétique et géométrique, c'est-à-dire en fait de démontrer que Vn, une suite auxiliaire, elle est géométrique, donc les 3 questions classiques, et ensuite tout ce qui va être un petit peu les fonctions ici intégrales avec les valeurs moyennes. Vous, il est impératif, donc pour moi je pense que l'exercice classique c'est petit a une lecture graphique, d'accord, c'est-à-dire être capable de lire f' de 1, f' de moins 1, f seconde, lire le point d'inflexion, déterminer l'air sous une courbe. Ça, c'est des questions fondamentales graphiquement. En petit 2, vraisemblablement des suites, donc ce qu'on vient de faire à l'instant. Petit 3, après c'est du tirage au sort, mais globalement, ils peuvent faire un grand lien avec les probabilités. D'accord. Et après, ceux qui font SP, soit ils vont travailler avec les graphes, donc tout ce qui est graphe connexe, graphe complet, chaîne eulérienne, cycle eulérien, déterminer le nombre de chemins de longueur 3, par exemple, qui vont d'un sommet au suivant. D'accord. Et ensuite, il y a une notion d'étude de fonctions. D'accord. Donc après, comme c'est du tirage au sort, vous allez avoir entre 2 à 3 exos, 20 minutes de préparation, 20 minutes d'oral. Sur l'oral, un petit conseil, c'est que quand vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous n'essayez pas d'inventer des choses. Donc vous pouvez dire au prof de manière honnête, cette question-là, j'ai rencontré des difficultés. Le prof, comme il va être bienveillant, il va vous donner une piste pour pouvoir démarrer l'exercice. D'accord. L'objectif pour lui, c'est de vérifier que les minima sont acquis. Donc, s'il vous donne la piste et que derrière, vous êtes capable d'enclencher le raisonnement, il va considérer que c'est OK. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas la fin du monde. L'objectif, c'est de lui montrer que sur l'ensemble des exercices, il y a des compétences dans certaines thématiques, peut-être des défaillances dans d'autres, mais ce n'est pas grave, on est humain. L'idée, c'est de ce que vous savez faire, il faut bien le faire. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. On est disponible sur Insta s'il y a des questions. On peut vous dire quelles sont les vidéos à regarder. En plus, il y a d'autres points importants. Après, ceux qui veulent aller plus loin, on peut aussi taffer sur le site qu'on a créé qui s'appelle g20enmaths.com sur lequel il y a une multitude d'exercices qui sont tous corrigés, entièrement détaillés. Donc ça, c'est un petit plus pour ceux qui le veulent. Pour terminer, on vous remercie tous de nous avoir suivis durant toute l'année, d'accord, avec cette année un peu particulière. L'an prochain, dites à tous vos potes, parce que nous, on vous souhaite d'avoir le bac. Donc ça, c'est notre point. Nous, on kifferait que vous l'ayez. On espère que vous allez l'avoir. Mais c'est surtout dire à vos copains qui sont maintenant en première et en seconde, qui vont passer dans les années supérieures, qu'à partir du 15 juillet, peut-être même avant, on va mettre sur YouTube les nouveaux niveaux maths complémentaires, maths experts, maths spécialisés, maths technologiques. Donc dites à vos potes qu'ils aillent sur le site, qu'ils aillent sur notre chaîne YouTube, qu'ils s'abonnent pour qu'ils puissent regarder les vidéos. On va également faire des lives l'an prochain. Chaque semaine, on fera des lives pour chaque niveau, d'accord, pour répondre à vos questions. Et également, on va rajouter des vidéos pour les premières à fond et même les premières technologiques. On va oublier personne. Donc moi, aujourd'hui, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je sais que c'est compliqué, ce n'est pas facile de réviser. Ne baissez pas les bras. Continuez à bosser. Dites-vous que c'est une journée galère, mais qu'après, c'est banco, c'est le bac et donc demain, vous pourrez en profiter.
On vous le souhaite à tous de réussir. On est là pour vous. Merci de nous avoir accompagnés sur cette année scolaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les futures premières et secondes. Et à vous, bye bye.